Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. On est en pleine grande vacances et je pense que le thème de l'éducation, le thème des enfants, c'est bienvenu en cette période parce qu'on se retrouve tous, Baruch Hashem, avec nos enfants pour la plupart à la maison et donc on a encore plus, il y a une proximité qui fait que c'est quelque chose de très bénéfique, on va encore plus découvrir nos enfants, on va encore plus être proche d'eux, vivre avec eux sur un rythme plus tranquille que le rythme de l'année où c'est lève-toi, dépêche-toi, ton cartable, tes chaussures, en espérant que ce soit pas l'ambiance qu'il y a chez vous, en espérant qu'il y ait une ambiance même pendant l'année quand même sympathique, mais quand même c'est des horaires, allez vite la voiture, allez le bus, allez, il faut courir, les professeurs, il faut se dépêcher, tout ça, hein, le rendez-vous et tout ça, et puis les vacances. Il n'y a pas de rendez-vous, logiquement, il n'y a pas de pression au niveau du temps, on ne doit pas arriver à des endroits, à des horaires fixes et tout. C'est plus tranquille les vacances, c'est le moment comment dire, de construire ce lien avec les enfants qui n'est pas toujours dans les détails des choses. Mets tes chaussures, vite l'heure, ton cartable, est-ce que tu as pris ton cahier de maths, ton cahier de Torah, ton cahier de ça, ton cahier de machin, ton sandwich, t'as oublié ton sandwich, t'as oublié ta gourde. Normalement, c'est censé être un moment, les grandes vacances, de lâcher prise. De lâcher prise, c'est un grand travail, hein, le lâcher prise, c'est pas le résultat d'un laxisme ou d'un laisser-aller ou d'un je m'en foutine. Le lâcher prise, c'est un gros travail sur soi. C'est un gros travail sur soi parce que la tendance naturelle, c'est de maîtriser. La spontanéité de l'être veut maîtriser les choses, veut gérer, veut dire son mot, veut mettre sa goutte, veut mettre sa pincée de sel, veut que ça aille d'après ses volontés, ses envies, ce que j'ai prévu dans ma tête, qu'on soit là, qu'on fasse ça, qu'ils répondent comme ça, qu'ils agissent comme ça. C'est un lâcher-prise, c'est un gros travail qui demande des forces intérieures assez importantes. Et le résultat est formidable puisque ça donne place à une atmosphère plus tranquille où les enfants peuvent, et le mari, et soi-même, on peut mieux respirer. Parce que c'est très difficile de respirer à côté de quelqu'un qui est sans cesse en train de nous rappeler qu'on n'a pas fait quelque chose, qu'on a oublié de faire quelque chose, qu'on ne s'est pas assis comme il faut, qu'on n'a pas mangé comme il faut, on s'est levé au mauvais moment, on n'a pas dit merci. C'est irrespirable. L'air est irrespirable au contact de quelqu'un qui va sans arrêt nous mettre devant les yeux ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il faut faire et qu'il faut se dépêcher, etc. C'est irrespirable. Donc, d'où le besoin de faire le besoin pour le bon fonctionnement de la famille, des enfants, pour une atmosphère de tranquillité, que les enfants puissent se construire sur la tranquillité, parce que on ne se construit pas sur le stress. C'est difficile de se construire sur le stress. C'est difficile. Le stress va plus pousser au fait d'oublier qui on est, de se déconnecter de soi et d'être dans la peur de la prochaine remontrance. Et quand on est dans la peur de la prochaine remontrance du parent, ça ne permet pas la construction intérieure. La tranquillité, le fait de permettre aux enfants de faire les choses à leur rythme, et de ne pas répondre forcément à tous les critères qu'on avait en tête, de mettre les chaussures, mettre le cartable de côté, de ne pas ouvrir la boîte de Lego à cette heure-ci, de ne pas toucher à la confiture avec les doigts, de ne pas enlever sa ceinture maintenant. Bon, bien sûr, la ceinture dans la voiture, c'est très important, mais ce n'est pas une raison pour s'énerver. Mais le fait de laisser l'enfant aller sur une tranquillité, ou même si des fois quelqu'un d'extérieur peut avoir un œil négatif sur cette tranquillité de l'enfant en disant dis donc, ils sont feignants, alors ils se lèvent pas, alors ils lèvent pas la table, alors ils font pas des choses, alors ils sont en train de se construire. Ils sont en train de se construire. De la même manière que quand une femme est enceinte, avec l'aide de Dieu, quand une femme est enceinte, elle peut être assise sur le fauteuil à ne rien faire parce que des fois la grossesse est physiquement importante, c'est-à-dire ça demande des forces physiques la grossesse. En général, les premiers mois de grossesse, on est fatigué en général. C'est pas parce que ça découle pas d'une mauvaise volonté, c'est que c'est physique une grossesse. C'est physique, donc les choses ne se voient pas extérieurement. Donc tu peux être affalé sur le fauteuil parce que tu es enceinte et quelqu'un peut te dire extérieurement mais tu fais rien. Et en vérité, on fait énormément puisqu'on est en train de
de faire grandir un bébé à l'intérieur de notre ventre. C'est quelque chose intérieurement de très très grand, c'est le miracle de la vie, c'est un être qui est en train de prendre forme dans mon ventre, mais extérieurement, je ne suis pas en train de faire des grandes choses, je ne suis pas dans des grands voyages. Merci pour les partages, les filles, continuez à partager, c'est super, ça fait avancer les choses, merci mes amours. Alors, tu peux être en train de ne rien faire et il se passe quelque chose de très grand à l'intérieur de ton ventre, il y a un bébé qui est en train de prendre forme. L'enfant, c'est la même chose. Il ne répond pas à des critères sociaux très élevés, d'accord? Il ne fait pas la table, c'est pas l'enfant parfait qui va faire la table maintenant, qui va dire merci à papy et à mamie, bien qu'il faut leur apprendre à dire merci à papy et à mamie, mais avec amour, avec gentillesse, avec douceur, pas sur le moment, sur le fait, t'as pas dit merci. T'as pas dit merci, je t'ai pris la main dans le sac. Donc, avec amour, mes amours, vous savez, mamie, elle a fait un gros effort pour acheter tous ces cadeaux. Vous voulez qu'on aille lui dire merci ensemble? Merci, mamie. Et moi aussi, je dis merci, mamie. Parce que si je dis pas merci, mamie, comment je peux attendre de mes enfants qu'ils disent merci, mamie? Donc, d'abord, avant tout, je dis merci, mamie. Avant tout. L'exemple personnel, l'exemple, ça s'appelle Dougma Ishit en hébreu. L'exemplarité que je donne, c'est le b.a.-ba de l'éducation. C'est le b.a.-ba. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'exemplarité personnelle, d'accord, si je ne sais pas dire merci, je ne peux pas attendre de mes enfants qui disent merci, etc. Donc, tu peux venir avec un œil extérieur et voir des enfants qui ont laissé leur bol sur la table et qui sont en train de jouer au Lego, et ça fait 4 heures qu'ils sont sur leur Lego, et ça fait 4 heures qu'ils parlent entre eux, et quelqu'un d'extérieur peut dire mais ils font rien. Mais non, ils font pas rien. Ils sont en train de se construire. Ils sont en train de vivre leur monde de l'enfance à fond. Et ça, c'est la plus grande construction d'un être. On ne peut pas attendre d'une personne qu'elle devienne un adulte équilibré, d'accord, qui prend ses responsabilités sur les épaules, si ils n'ont pas eu ce moment de lâcher prise, ce moment de je fais ce que ce que mon cœur me dicte de faire. L'enfant fait ce que son cœur lui dicte de faire. L'enfant fait ce que le Créateur lui dicte de faire. C'est le Créateur qui dit à l'enfant quoi faire. L'enfant ne fait pas les choses exprès pour embêter papa et maman, ou exprès je ne vais pas faire la table, exprès. C'est le Créateur qui lui dit quoi faire. C'est le Créateur qui lui met dans le cœur et dans la tête quoi faire. Donc si j'ai la émouna, si j'ai la foi en Dieu, si je sais que Dieu est partout et dans tout et tout est entre ses mains, je sais aussi que la réaction de mon enfant, ou le fait qu'il ne lève pas son bol, ou le fait qu'il n'ait pas dit merci, c'est aussi dicté par le Créateur, c'est aussi voulu par le Créateur, et c'est à moi d'apprendre à faire avec, à permettre. Mon enfant n'est pas... Alors bien sûr, je ne parle pas de laisser l'enfant devant la télévision, ou de laisser l'enfant devant le smartphone. Il n'y a pas de construction possible avec un écran. C'est ou l'écran ou la vie. C'est où mon enfant vit, ou mon enfant est sur un écran. Quand l'enfant est sur un écran, il n'y a plus de lâcher prise, il ne s'agit plus de lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer en confrontation frontale avec l'enfant. Ça veut dire que quand l'enfant va sereinement dormir le soir, je réfléchis comment faire pour faire sortir ces écrans de la maison. Je vais mettre en place une stratégie, ça peut être par la prière, ça peut être par les actions, ça peut être par le fait de parler avec mon conjoint pour faire sortir ces écrans de la maison. Et quand mon enfant se réveillera le lendemain matin, il aura l'habitude de chercher la télécommande, d'appuyer sur le bouton, mais où est la télé, mais où est le téléphone, le smartphone, maman, le téléphone, l'écran, maman, le smartphone, le truc, Attends mon chéri, aujourd'hui on a une journée extraordinaire qui nous attend, on va aller se balader ici, on va aller acheter un livre, on va aller faire ça, lui occuper l'esprit, lui faire oublier qu'il y avait un écran. Pas dans une confrontation de ça suffit, t'as trop regardé la télé. Reprocher à un enfant de trop regarder la télé, c'est comme, je sais pas, rencontrer un voleur dans la rue, lui donner les clés de la bijouterie et lui crier dessus parce qu'il a volé tous les bijoux. T'as volé tous les bijoux, mais tu m'as donné la clé. Je suis voleur, tu m'as donné la clé. Les Havdi, l'enfant n'est pas un voleur, l'enfant n'a rien de négatif en lui, mais le fait de mettre un écran dans la télé, dans la maison, ou de lui mettre entre ses mains un smartphone, et de s'énerver contre lui parce qu'il passe trop de temps sur le smartphone, c'est inenvisageable comme situation. On ne peut pas envisager une situation pareille. C'est pas... l'enfant n'est pas encore construit. Je ne peux pas attendre de lui qu'il se retienne d'aller sur les écrans que j'ai mis entre ses mains.
je dois tout faire pour techniquement, pour le protéger de ces écrans. Je dois tout faire pour que ces écrans ne soient pas à son contact, qu'ils ne soient pas au contact d'écran. Donc la solution des écrans, c'est pas une confrontation de s'énerver contre lui. Je te confisque ton écran, ça suffit, t'as dépassé largement la barrière, plein de remarques, de réflexions, de culpabiliser l'enfant et tout, alors qu'il ne fait que répondre à sa pulsion d'enfant. Il va vers ce qu'il aime, il va vers ce qu'il a devant lui, il va, voilà, c'est tout. Donc quand l'enfant est sur des écrans, là on n'est plus du tout dans le je le laisse se construire, il n'y a pas de construction possible. Par contre, quand il va jouer à ses jeux, il va passer un moment sur le fauteuil, allongé à regarder le plafond, il va parler avec son frère, il va des fois même se disputer avec son frère. Là il est en train de construire son monde. De construire son monde intérieur, de construire son monde de l'enfance. Et pour revenir au titre, parce que là le titre on n'y est pas encore, mais le titre c'est « Pourquoi tu grognes ?» Pourquoi tu grognes? Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Parce que donc justement, on est en plein dans les grandes vacances et il se peut que nos enfants, nos merveilleux enfants, parmi toutes les choses extraordinaires qu'ils vont faire dans la journée, se lever, ouvrir les yeux, regarder le ciel, regarder les oiseaux, s'émerveiller de la nature, aller prendre leur café, aller prendre leur chocolat ou leur lait, parler avec leurs frères, ils vont faire plein de choses. Et parmi toutes ces choses, il se peut qu'à un moment, ils grognent. Il se peut, d'ailleurs, j'aime pas trop ce mot grogner, je ne savais pas quel mot utiliser. Il se peut qu'ils se mettent à grinchonner, à pleurer, à s'énerver, à être dans cet état d'énervement parmi toutes les choses qu'ils vont faire dans la journée. Et nous, des fois, on a tendance à tomber dans ce piège de les mettre face au fait qu'ils grognent, comme si ils faisaient que ça, comme s'ils ne faisaient que grogner. Tu ne fais que grogner. Vous connaissez cette phrase? Tu ne fais que grogner. C'est impossible. C'est impossible qu'un enfant ne fasse que grogner. Il faut bien qu'il reprenne sa respiration, il faut bien... Il n'y a pas... Un enfant va faire une multitude de choses dans la journée. Il y a un moment où il va avoir un haut le cœur, il va avoir une descente, il va avoir des montées, des descentes, et parmi ces montées et ces descentes, à un moment, il va grogner, il va pleurer, il va s'énerver, il va râler, chacun avec ses adjectifs, avec ses verbes. Et nous, on a tendance à focaliser sur le fait qu'il grogne, en fait. Et quand je dis à mon enfant, pourquoi tu grognes? Pourquoi tu fais que grogner? Je le rapetissis au fait qu'il grogne. Tu ne fais, pour moi, je vois rien. De tout ce que tu fais, je ne vois rien. Je ne vois que le fait que tu grognes. Pour moi, tu ne fais que grogner. Pour moi, tu n'es qu'un grogneur. Donc l'enfant entend ça de la part de maman. Et si c'est le papa qui le dit, pas besoin de se mêler, pas besoin de lui reprocher. Le père et la mère, c'est deux mondes. Que le père agisse d'une certaine façon et qu'il fasse tout le contraire de ce que je viens de vous dire, il n'y a aucun problème, il faut le laisser agir comme bon lui semble. Vous pouvez parler après à la limite avec lui, expliquer un peu, parler avec lui, mais c'est pas, ça sert à rien de le reprendre. Non, ne lui dis pas qu'il grogne devant l'enfant, hein, parce que c'est pas très éducatif. Mais en tout cas, soi, en tant que maman, s'éduquer, ou même si c'est les grands-parents qui disent à l'enfant tu fais que grogner, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, ça ne va pas créer des problèmes si les grands-parents disent à l'enfant tu fais que grogner. Le principal, c'est que maman, c'est-à-dire la personne qui est le plus présente dans leur vie, ne leur fasse pas ressentir qu'ils grognent. Ne mette pas la lumière sur le fait qu'ils grognent. Parce que l'enfant accepte de maman tout ce qu'elle dit, tout ce que maman lui dit, c'est la vérité suprême. Donc si maman me dit je ne fais que grogner, donc je ne fais que grogner. Donc il se voit comme un grogneur. Il rentre dans la peau du personnage du grogneur. C'est-à-dire, à ses yeux, il ne peut pas s'imaginer autre que grogneur. Il a des capacités extraordinaires en dessin, il a des capacités extraordinaires à parler avec son frère, il a des capacités extraordinaires, je sais pas moi, à sourire aux gens qui rentrent à la maison. Chacun avec son monde et chacun avec ses qualités extraordinaires. Il a un monde intérieur extrêmement riche, mais il ne voit plus ça, il ne voit pas ça. Il ne voit que le fait que c'est un grogneur. Il s'endort le soir en se disant « je suis un grogneur ». Et il a une piètre image de lui-même. Et c'est très mauvais pour la construction personnelle, pour le devenir de l'enfant. Le regard qu'il a sur lui, c'est ce qui va faire de lui ce qu'il va devenir. C'est ce qui va faire de lui ce qu'il va devenir. Et aussi, des fois, les enfants ont grogné à un certain moment dans la journée. Et entre-temps, la vie
a avancé, la vie a continué, ils ont arrêté de grogner, ils ont fini par jouer, ils sont en plein dans leur dessin, d'accord? Ils sont en plein plongés dans un dessin ou dans une activité, n'importe quelle activité, et nous on arrive, on lui dit, pourquoi t'as grogné? Pourquoi on le ramène dans le passé? Pourquoi t'as grogné? Il a dépassé la chose, il a eu la force de penser à autre chose, la force de s'occuper d'autre chose, la force d'arrêter de grogner, et nous on vient, on lui colle son passé au nez. C'est terrible, terrible de faire un truc pareil. C'est comme si, imaginez que nous, Loal et nous, on passe une période un peu difficile, d'accord? On a un bas, on a un down, on a une période où on a des pensées un peu négatives, on n'est pas bien, on est un peu tristouné, on est un peu dépressif, etc. Et on fait un travail de titan pour se reprendre, on fait un travail de titan pour se changer les idées, on fait un travail de titan pour oublier les choses négatives qui nous prennent la tête, d'accord? Et enfin, quand on arrive à ce point culminant de « Ah, je me sens épanoui là je me sens bien, là je me sens joyeux » et tu te mets à chanter et tout, quelqu'un vient et te dit « Attends, mais pourquoi t'étais triste il y a un moment là? Tu te souviens que t'étais down là? Tu te souviens que t'étais dépressif là? Tu te souviens ?» Il te colle au nez comme ça l'image de toi où t'es triste. D'accord? Tu remontes, tu es dans la joie, tu es dans une démarche de joie intérieure, de choses positives, d'accord? De choses qui sont épanouissantes, tu fais à manger pour tes enfants, tu es en train de cuisiner, en train de chanter, la personne vient et te colle le passé au nez. Tu te souviens que tu étais triste à un moment? C'est terrible de faire une chose pareille. C'est vraiment pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a raconté qu'elle a accouché, donc l'accouchement c'est en soi un défi, et donc elle a eu un petit moment comme ça un peu difficile, l'accouchement, le bébé, tout ça, il y avait le cordon autour du cou, machin, bon, il y avait plein de petits détails un peu comme ça inquiétants et tout ça, des inquiétudes et tout ça, des peurs et tout. Au final elle a accouché, Dieu merci. Et enfin elle va dans l'endroit où il y avait le bébé, dans l'endroit où il y a tous les bébés à l'hôpital, et elle rentre avec le sourire, enfin elle se reprend, d'accord, elle est heureuse de voir enfin son bébé pour la première fois, elle rentre avec le sourire, elle prend son bébé dans ses bras, elle commence à chantonner comme ça, elle me dit je chantonne un peu, j'étais contente, oh mon petit bébé d'amour et tout. Et là l'infirmière arrive, elle dit si t'es joyeuse comme ça, c'est parce que t'es juste après l'accouchement, mais ça va pas durer, hein. Elle me dit, elle m'a mis une rasera. A-t-on idée de dire une chose à une personne comme ça, là t'es joyeuse mais ça va pas durer? Et quand tu dis à ton enfant pourquoi t'as grogné, ça veut dire rappelle-toi que t'as grogné, et donc ça va encore arriver, rappelle-toi que tu as grogné, que tu es grogneur, rappelle-toi, je te colle sans arrêt l'image du fait que tu es down, que tu es triste, que tu te plains, au lieu de mettre la lumière sur le fait que tu as des qualités extraordinaires. Le seul moyen de faire avancer un enfant, de faire évoluer un enfant, de donner à un enfant l'envie d'être heureux, d'être joyeux, de participer à la maison, de participer, de donner de lui. C'est très important de faire germer chez nos enfants l'envie de donner d'eux-mêmes. Et pour permettre à l'enfant d'avoir envie de donner de lui, il faut d'abord abandonner dans notre esprit cette volonté à ce qu'il fasse ce qu'on veut. Fais ce que j'ai envie, donne de toi, mais là où j'ai envie. Tu mets la table, tu fais la vaisselle. Et peut-être que c'est pas du tout ce qui épanouit l'enfant. Mais par contre, il adore arroser les plantes. Ça le passionne. On doit accepter, en tant que parent, que l'envie de don de soi de mon enfant se traduit par le fait d'arroser les plantes. Le fait de passer l'aspirateur. Ah mais c'est bruyant, il y a le petit qui dort, il sait pas exactement passer l'aspirateur, et j'ai les invités qui arrivent et ils vont voir des miettes par terre, ils vont penser qu'on est des gens sales et tout. Oublie toutes les choses, il faut oublier tous ces stress et tous ces mythes qu'on se met en tête pour ne pas permettre à l'enfant d'être lui-même, pour ne pas permettre à l'enfant de donner à sa façon. Il faut lâcher prise, c'est là où je vous parle de lâcher prise, c'est important de lâcher prise de cette image qu'on se fait, de l'image qu'on donne aux autres, et de qu'est-ce qu'ils vont penser, et de ces moments, c'est pas le moment, et après à quoi elle va ressembler le salon, à quoi il va ressembler la maison, et s'il y a quelqu'un qui rentre par surprise, et il va voir qu'il y a des miettes, il faut lâcher prise, tout ça, voilà, ça c'est tout le travail du lâcher prise. Un jour il y avait, on faisait un truc, une séance pour apprendre un petit peu la thérapie comme ça, et il y a une femme qui s'est exprimée, qui a dit
on parlait du perfectionnisme, enfin le thérapeute parlait du perfectionnisme, à quel point c'est une maladie vraiment d'être perfectionniste, de vouloir toujours la perfection et de reprocher aux autres de ne pas être suffisamment parfait, et à quel point c'est encombrant dans la vie d'être perfectionniste. On pense pas, nous on pense que c'est une qualité, mais en vérité c'est assez handicapant pour nous et pour les gens autour. Il faut faire un lâcher prise sur le perfectionnisme. Et pour pouvoir mieux respirer et permettre aux autres de respirer et sortir de cette illusion que l'image que je donne aux autres va être décisive pour ma vie. C'est pas le plus important. Les gens peuvent penser de moi ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est que je vive ma vie telle que je l'entends et pas vraiment que je réponde à des critères de société. C'est ça le plus important. Donc, une femme a témoigné qu'elle-même était vraiment dans un grand perfectionnisme, dans une grande recherche de perfection, et qu'elle invitait souvent des gens le Shabbat, et que c'était pour elle très important que la maison soit nickel, que la table soit extrêmement bien dressée, qu'il y ait minimum tant de salades, tant de hors d'œuvre, entrées, plats, tout ça, et surtout le dessert, minimum gâteau et glace, c'est le minimum qu'elle se fixait à chaque fois, d'accord? Et Dieu merci, elle a amené des enfants au monde, donc elle a des enfants, donc elle a de quoi faire dans la maison, et elle a les enfants qui sont là et tout ça. Et elle disait, je rentrais dans une pression tellement importante que quelques heures avant l'entrée de Shabbat, j'ai eu un mal de ventre qui s'est déclenché, mais terrible. Ça m'a complètement stoppé dans mes actions. Je ne pouvais plus rien faire parce que j'avais très mal au ventre, très mal au ventre. Dans ma tête, ce qui me perturbait, c'est les invités vont arriver, j'ai pas fini la glace. Et j'avais ce mal de ventre qui m'empêchait de tout faire. J'ai eu tellement mal au ventre. Au début, je voulais pas me l'avouer. Elle dit, je voulais pas oser me l'avouer parce que c'était un échec pour moi de pas recevoir les invités parfaitement. C'est pas possible que ce mal de ventre vienne et contraigne mes plans, de montrer à ces invités combien je suis quelqu'un de génial parce que je sais les recevoir comme il faut. Et donc, ce mal de ventre arrive et ne s'en va plus. Et je me retrouve quelques minutes avant Shabbat où mon mari me dit, mais on est obligé de t'amener à l'hôpital, quoi, on est obligé. Donc ils l'ont amenée en urgence à l'hôpital. Et là-bas, ils lui ont dit qu'ils ont regardé, qu'elle avait, je sais plus comment ça s'appelle, un truc, un symptôme qui donne des gros mal de ventre, qui se déclenche à cause du stress qu'on se met dans la vie. Et ce stress déclenche des mal de ventre. Je crois que c'est la maladie de Crohn, ou je sais pas, je suis pas expert. Et elle ouvre son sac comme ça et elle sort une boîte de riz blanc. Elle dit, donc depuis ce jour-là, je ne peux manger que du riz blanc, c'est tout. Je ne peux rien manger d'autre parce que tout me fait mal au ventre. Donc voilà, je me trimballe avec des boîtes de riz blanc sur moi en permanence. Et elle dit, depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que je me calme. Elle a dit, j'ai pas eu le choix d'abord parce que j'avais tellement mal au ventre, je pouvais rien faire. Elle dit, vive cet échec de j'ai pas reçu mes invités comme il fallait et qu'ils n'ont pas vu ma glace et qu'ils n'ont pas tout ça. Et voir être séparée de mes enfants pendant tout un Shabbat et tout ça m'a fait réfléchir qu'il fallait peut-être que je baisse un peu la barre. Et même mon mari il m'a dit, on est obligé de baisser la barre et on peut plus inviter des gens comme ça tous les Shabbats et tu peux plus faire autant, c'est pas possible, ça te rend malade et tout. Et donc on écoutait cette histoire vraiment incroyable. Et il y a une femme vraiment avec tu vois, une femme, tu sens la sagesse de la vie, l'expérience de la vie, qui avait un certain âge, je sais pas quel âge, 60 ou plus, et qui avec toute sa sagesse a dit, a rigolé d'abord. Elle a rigolé pas contre la personne, mais elle a rigolé elle a dit ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas excusée auprès de mes invités pour le bazar qu'il y avait dans ma maison. Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté de m'excuser par rapport au bazar qu'il pouvait y avoir chez moi. Je reçois énormément de monde, je fais venir des gens chez moi, je fais du chesed et tout. Et puis il y a des fois la maison est propre et des fois la maison n'est pas propre. Et ça fait tellement longtemps que je suis sortie de cet état d'esprit de pardon, c'est pas propre, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et tout. Et sa réaction nous a tous fait comprendre que c'était ça le chemin finalement. Il fallait arrêter de rentrer dans cette tracas de l'image que je vais donner et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et si je suis pas suffisamment bien habillée et si je suis pas suffisamment sur mon 31 et on peut faire les choses
par plaisir, par bonheur, par plaisir de faire. Je prends du plaisir à faire des gâteaux, mais vraiment être le plus honnête avec soi-même. Pourquoi je le fais? Et est-ce que quand je le fais, est-ce que quand je me fixe la barre très haut de la maison nickel et tout ça, est-ce que ça vient sur le compte de mes enfants? Est-ce que ça vient sur le compte de l'ambiance dans la maison? Quelle ambiance il y a dans la maison avant que les invités arrivent? Est-ce que je mets une pression sur mes enfants? Est-ce que mes enfants ressentent une pression chaque fois qu'il y a des invités qui doivent venir? Est-ce que je vais répondre ou m'adresser à mes enfants avec plus de poigne, avec plus d'impatience? Parce que je suis stressée qu'on n'arrive pas au niveau voulu avant que les gens arrivent à la maison. Se poser ces questions. Et si c'est le cas, si on répond par l'affirmative de oui, c'est vrai que quand j'invite des gens et que je veux que ça soit nickel, c'est vrai que je m'énerve contre les enfants, c'est vrai que je leur mets la pression. Et à ce moment-là, faire tchouva en fait, se repentir sur ça, c'est-à-dire se dire que c'est pas avec les invités qu'on va vivre toute notre vie, c'est avec nos enfants. C'est nos enfants qui doivent être en premier plan, c'est pas les invités, c'est pas les gens extérieurs, c'est pas toute la terre entière. C'est d'abord les enfants. Les enfants doivent toujours passer en premier, doivent toujours... et le mari et les enfants, ça doit toujours être mon calcul premier. Est-ce que ça sert les enfants ou est-ce que ça dessert les enfants? Et desservir les enfants régulièrement parce qu'on a absolument besoin de l'approbation des autres, parce qu'on se sent pauvre intérieurement, on pense qu'on n'a pas de valeur et donc on a besoin de l'approbation des autres. C'est pas juste, c'est pas précis, c'est pas une façon de vivre qui est précise, qui est très bénéfique ou très authentique. La manière la plus authentique de vivre, c'est de se dire, attends, la chair de ma chair, est-ce qu'elle va subir cette situation ou est-ce que ça, au contraire, ça va être pour eux un plus? Donc en particulier pendant les vacances, puisqu'on est avec les enfants à la maison, il faut se dire comme ça, la rabbinite Riva Lapidot, Aléa Shalom, son mérite nous protège, elle disait toujours, je ne me mets pas dans des situations qui vont me pousser à perdre patience, qui peuvent me pousser à me mettre en colère. J'ai appris avec le temps à reconnaître des situations qui vont me mettre dans un état de stress, d'accord ? Et je m'éloigne de ces situations. Je ne me mets plus dans ces situations-là. Où je sais que invité à la dernière seconde, où je sais que par exemple, je sais pas, il y a toutes sortes de situations dans la vie qui nous mettent dans des états de stress spécialement. Et il faut essayer de reconnaître ces états de stress au moment où ils arrivent et de faire en sorte de ne plus me mettre dans ces situations. De comprendre d'abord qu'est-ce qui me pousse à me mettre dans ces situations. Qu'est-ce qui me pousse à me mettre dans ces situations? Et décider, en son âme et conscience, par gvura, gvura ça veut dire force, parce que je veux faire preuve de force dans ma vie, je ne veux pas subir les choses, je ne veux pas faire les choses parce que c'est comme ça, parce que tout le monde fait comme ça et que voilà, mais je fais les choses parce que j'ai bien réfléchi et c'est comme ça qu'il faut faire. Et à ce moment-là, je fais en sorte de ne plus me mettre dans des situations qui vont me faire sortir de moi. Par exemple, je sais pas, je sais que par exemple d'aller avec tous les enfants dans la voiture, rendre visite à quelqu'un, c'est une situation qui m'a fait exploser dans le passé. Alors, je décide que quand je vais rendre visite à telle personne, je ne prends pas tous les enfants avec moi, ou je prends un enfant. Ou alors, peut-être c'est pas le moment d'aller rendre visite à qui que ce soit. Peut-être que je suis dans une période où les enfants sont petits, ils ont besoin de moi. Je ne me mets plus dans la situation de faire des choses. Moi, je me souviens, par exemple, une des situations, c'est que j'allais rendre visite à mon papa. On allait ensemble au restaurant d'à côté. Il y avait un café comme ça, café-restaurant très classe, très chic et tout. Et donc, je le prenais là-bas, on allait au restaurant avec l'aide de Dieu. Et une fois, j'y suis allée avec tous les enfants. Ils étaient vraiment petits, vraiment tout petits. Et on s'est tous assis autour de la table. Alors, tu sais, les restos très chics, c'est 1 milliard de vaisselle sur la table. Il n'y a pas encore le repas que la table est déjà remplie de vaisselle. Tu as la soucoupe, tu as la tasse, tout en verre, hein, bien sûr, tout en porcelaine ou je sais pas quoi.
T'as l'assiette, la petite assiette, la grande assiette, tous les couverts pour chacun, le poisson, le truc, le machin, la salière en verre, le poivrier en verre, la petite truc avec le sucre en verre. Et tous les enfants étaient autour de la table, et bien sûr, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la vaisselle, ils la jetaient par terre et elle se cassait. Elle se cassait. Et il y avait une des serveuses, que Dieu la pardonne, qui était extrêmement hostile, qui avait vraiment un regard vraiment pas sympathique, qui était collé devant nous, qui nous regardait, qui poussait des soupirs, avant même qu'ils aient encore cassé aucune vaisselle. Ils n'avaient pas encore cassé de la vaisselle, que déjà elle avait un regard sur moi et sur les enfants très très lourd comme ça, très vraiment flagrant, tu sais. Donc déjà j'étais dans un niveau de stress, de waouh. Et là ils ont amené j'avais commandé un café au lait, ils ont amené mon café au lait bien sûr brûlant sur la table, c'était une table basse en plus, donc c'était vraiment à la hauteur des enfants. Le café brûlant comme ça, je vais pour le prendre et un de mes enfants a fait un geste brusque, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Et la tasse s'est explosée par terre, ça m'a brûlé, ça a brûlé tous ceux qui étaient autour, bon légèrement, Baruch Hashem. Et elle s'est explosée par terre, et bien sûr, alors là ça a été le bouquet final, la serveuse, j'ai cru qu'elle allait exploser en feu d'artifice, parce que c'était vraiment, c'était trop quoi, trop inenvisageable. Et là, j'ai crié, j'ai poussé un cri, j'ai attrapé le bras de mon enfant, que Dieu me pardonne, j'ai attrapé le bras de mon enfant, j'ai crié. Et mon enfant, le pauvre chéri, il est sorti du restaurant, il est parti je sais pas où. Bon, c'était pas très dangereux parce qu'il avait l'âge de... Oh, encore que s'il était petit déjà quand même. Et il est sorti du restaurant, il est parti je sais pas où, et pendant un petit moment, il était plus là. Et là, j'étais là dans le restaurant, en train de réfléchir, qu'est-ce que je viens de faire? Mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai explosé sur mon enfant, tout ça, pourquoi? Pourquoi? Pour une serveuse? Pour passer bien aux yeux d'une serveuse que je ne connais même pas, que je ne verrai plus jamais de ma vie si ça se trouve? Qu'est-ce qui est plus important? Le fruit de la chair de ma chair, à qui je suis censée donner un message dans la vie, à qui je suis censée apporter un message de vie puissant pour qu'il puisse devenir quelqu'un? Ou de paraître bien aux yeux de tous ces inconnus dans ce restaurant que avec qui je n'ai aucun lien réel, hormis le fait qu'on est tous juifs, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je dois m'énerver sur mon enfant pour autant. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une grande peine dans mon cœur, j'étais très peinée intérieurement d'avoir réagi comme ça, je me suis vraiment, j'ai pas du tout apprécié ma réaction. J'étais en sueur, j'étais vraiment au bord du malaise. Et mon enfant a fini par revenir au bout d'un moment. Il était vraiment peiné, le pauvre chéri, vraiment peiné. Et je lui ai dit pardon mon chéri, pardon. Après on est sorti du restaurant, on est rentré à la maison. Le soir j'avais le cœur lourd. Et ce soir-là j'ai décidé que plus jamais je me mettrai dans cette situation. Ça ne veut pas dire que je vais retourner au restaurant demain et qu'il va se passer la même chose et que je ne vais pas m'énerver. Non, je vais être plus intelligente que ça. Je ne vais plus me mettre dans cette situation, tout simplement. Et petit à petit, on apprend qu'est-ce qui est matim, qu'est-ce qui est, approprié avec des enfants, mais qu'est-ce qui n'est pas approprié. Est-ce que c'est approprié de faire venir des gens à la maison? Est-ce que c'est approprié de faire... je dis pas maintenant faire venir les beaux-parents, les grands-parents, c'est merveilleux. On est moins dans ce stress, on va dire. C'est pour le kiboudorim, c'est pour le respect des parents, c'est pour le fait de faire la mitzvah d'inviter des gens. Mais des fois, on invite stam des gens juste comme ça pour pas être seul. Pour pas être seul et pour montrer qu'on est une bonne cuisinière. Et donc, ça, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais les choses? Et est-ce que ça vient sur le compte de mes enfants? Est-ce que ça vient sur le compte de mes enfants? Et de décider de ne plus se mettre dans cette situation, ça demande une grosse introspection, parce que quand on a des habitudes qui ont pris le dessus, c'est dur de changer d'habitude. D'accord? J'ai l'habitude d'aller dans un restaurant avec tous les enfants. J'ai l'habitude, pas avec tous les enfants, mais j'avais toujours l'habitude d'aller au restaurant. J'avais toujours l'habitude. Quoi, tu vas me dire que le fait de devenir maman, on doit faire le deuil sur les restaurants? Quelqu'un un jour m'a dit comme ça, pour l'instant j'ai décidé de faire une pause. Elle avait je crois un enfant ou deux, je sais pas. J'ai décidé de faire une pause. Ah bon? Pourquoi?
parce que avec mon mari, on n'arrive plus à aller au restaurant avec 2 enfants. Si avec 2 enfants, on a du mal à aller au restaurant, qu'est-ce que ça va être avec 3? Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait passer avant? C'est qu'est-ce qu'on fait passer avant? Est-ce qu'on fait passer la vie? Est-ce qu'on fait passer le fait d'amener des enfants au monde? Et on ira peut-être moins au restaurant, mais est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça vaut pas le coup? Ça vaut le coup, non? D'avoir des enfants et de pas trop aller au restaurant. Je sais qu'il y a des femmes au monde que Dieu leur donne des enfants, qui attendent des enfants avec impatience et qui seraient prêtes à faire une croix sur tout, juste pour avoir un enfant. Donc, se poser la question, est-ce que c'est vraiment si important d'aller au restaurant? Et même avec beaucoup d'enfants, on peut tout à fait, de temps en temps, le soir, les faire regarder et aller trouver un moment pour aller au restaurant. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a des enfants que le restaurant c'est fini. Si ça nous tient vraiment à cœur, on peut toujours se débrouiller. Mais avec le temps, il ne faut pas rentrer dans un truc de se mortifier et de s'en vouloir. Pourquoi je me suis mis dans une telle situation? Mais pourquoi j'ai pas réfléchi avant? C'est pas grave. Si c'est arrivé, si on s'est mis dans une telle situation, si on a craqué, si on a explosé, c'est juste un voyant extérieur, comme une lumière qui s'allume pour dire, regarde, cette situation, c'est pas ce qu'il y a de plus approprié avec les enfants. C'est un enseignement permanent. C'est une école permanente. On est en train d'apprendre en permanence qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui n'est pas approprié. Petit à petit, pas après pas. Petit à petit. Petit à petit, on apprend. Ça, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que ça fait du bien à mes enfants? Est-ce que ça fait pas du bien à mes enfants? Par exemple, moi je sais que j'avais appris quelque chose d'exceptionnel. J'avais assisté à un cours sur ce qui s'appelle la Sikha Ishit. Le fait de parler avec avec chacun de ses enfants une fois dans la semaine, avoir un moment comme ça de 20 minutes où on est avec un seul enfant. On parle avec lui, on l'écoute, on lui lit une histoire, on fait ce qu'il aime. Et j'avais pris un de mes enfants pour sortir dehors, marcher avec lui. Je lui ai dit, viens, on va dehors et puis on fait notre Sikha Ishit ensemble, notre discussion personnelle ensemble. Et donc je marchais avec lui dans la rue et c'était une période où je me suis un petit peu améliorée, mais encore j'ai beaucoup de travail à faire dessus, c'est un travail permanent, où je regardais toujours partout. J'étais avec mon enfant, mais je regardais toujours partout. Peut-être je vais rencontrer quelqu'un que je connais, peut-être il faut que je dise bonjour à quelqu'un. Shalom, la voisine, shalom, le voisin, shalom, on passe au supermarché pour acheter un petit choco pour lui. Je rencontre machin à la caisse, alors ça va, ouais, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est vrai, t'as choisi de faire ça, t'as décidé de faire ça, ah bon, j'étais pas au courant, pourquoi tu m'as pas dit? Alors on se voit bientôt, on se fait des trucs ensemble et tout. Et tu discutes, et t'es là avec ton enfant, c'est son moment de discussion avec toi, personnel, c'est le moment qu'il a attendu toute la semaine. Et je me retrouvais à regarder à droite à gauche et à dire bonjour aux gens, et des fois même dire bonjour à des gens que je connais pas. Shalom, bonjour, vous habitez ici dans le coin? Ah, c'est vrai, depuis quand? Mais comment ça se fait qu'on s'est jamais vu? Et tout. Je me mettais à parler avec les gens, et je suis rentrée à la maison et je me suis dit, mais j'ai même pas parlé avec mon enfant, je l'ai même pas écouté, j'ai même pas parlé avec lui. C'était une période en plus où pendant un long moment, j'avais pas pu me retrouver avec lui parce que j'étais très, très occupée, j'avais dû partir de la maison pour accoucher, ou je sais plus, il y avait une période comme ça où j'étais pas beaucoup avec mon enfant, et c'était un moment qu'il attendait depuis des semaines. On s'était enfin retrouvés et j'avais senti, j'étais complètement passée à côté. Complètement passée à côté. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, Livia, est-ce que tu penses que c'est si important d'avoir tout le temps la tête levée comme ça et de chercher des gens que tu connais pour dire bonjour parce qu'ils vont peut-être se vexer, que tu les as pas vus et ils t'ont pas vu et tu t'es passé, t'as pas dit bonjour? Lâche prise, quoi. Lâche prise. Et sois concentré sur ton enfant. Et si tu dis pas bonjour aux gens, c'est pas par méchanceté, mais c'est pour ton enfant que tu le fais. Donc peut-être que tu auras vexé quelques personnes sur le chemin à qui t'as pas dit bonjour, mais au moins tu n'auras pas vexé ton enfant une vingtaine de fois, parce qu'une vingtaine de fois il a essayé de te parler, et une vingtaine de fois t'as regardé t'as dit bonjour aux gens, t'as parlé avec les gens, t'as pas voulu les couper dans leur discussion, etc. C'est-à-dire, au lieu de vexer une personne, tu vexes une vingtaine de fois ton enfant, et c'est pas honnête, c'est pas droit. Et même c'est un exercice très très important pour soi de se concentrer sur une seule chose. C'est une des midas de l'être, l'un des traits de caractère qu'une personne juive, et de manière générale, doit
acquérir avec le temps. Le fait de se concentrer sur une seule chose. On a un Yetzer Hara, un Yetzer en tout cas, qui veut absolument nous dissiper l'esprit. Être sur 20 000 choses à la fois. Aussi ça, je fais ça, je fais ça, je fais plein de choses à la fois. Et du coup, je passe à côté je ne fais rien jusqu'au bout. Je fais tout médiocrement. Je sors marcher avec mon enfant de façon médiocre. Je dis bonjour, je parle un demi-mot avec les gens, c'est médiocre. C'est pas des vraies discussions. Tout est médiocre. Et le fait de se concentrer sur une seule chose, tu fais la chose à fond. Tu fais la chose à fond. Et tout le travail, c'est de savoir quelle est la chose sur laquelle je dois me concentrer. C'est ça aussi. Une partie de l'exercice de la force de se concentrer sur une seule chose, c'est de faire le tri, le ménage dans l'ordre de valeur des choses. D'accord? Parce que tu peux dire, alors ok, tu peux avoir des enfants et te dire, ok, une seule chose, d'accord, je me mets à fond dans ma carrière, à fond dans le boulot. J'aimerais vraiment exploser au niveau du boulot. Ok, je vais prendre ton conseil et je vais me mettre à fond dans le boulot. La deuxième question qui vient après, c'est est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon ordre de choix? Est-ce que le métier passe avant les enfants? Est-ce que les enfants passent avant le métier? Est-ce que la chair de ma chair est plus importante que les honneurs que je reçois au travail? Est-ce que... Toutes ces questions très importantes qu'il faut se poser. Donc ça ne suffit pas seulement de se concentrer uniquement sur une chose, parce que des fois, il y a une femme qui est médecin pour les femmes, qui est gynécologue et qui accouche les femmes, il me semble. Et elle dit, elle-même, elle a une famille très nombreuse, elle a 12 ou 13 enfants. Elle est très connue en Israël, elle a écrit des livres sur son métier et tout ça, sur les accouchements. Et elle dit, c'était un interview à la radio, et elle pleurait presque, elle dit, pourquoi c'est à moi d'annoncer à ces femmes qui ont passé un certain âge, la quarantaine plus, pourquoi c'est à moi de leur annoncer qu'elles n'auront plus d'enfants, qu'elles n'auront pas d'enfants? D'abord, il faut savoir qu'il ne faut jamais perdre espoir. Parce que Sarah Imenou, notre matriarche Sarah, a eu des enfants très très tard, extrêmement tard, de façon surnaturelle. Donc il ne faut jamais désespérer. C'est pas parce qu'un médecin nous dit tu ne peux plus avoir d'enfants que Dieu préserve qu'il faut se fonder sur ce qu'il dit. La prière peut briser des murs, la prière fait des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais en l'occurrence, elle, c'est son métier, et elle voit les choses de façon scientifique, et elle voit devant les yeux que les réponses et les résultats des examens et tout ça sont négatifs, et que ces femmes ne peuvent pas avoir d'enfants d'un point de vue naturel, on va dire, et donc elle doit leur annoncer qu'elles ont dépassé l'horloge biologique. Elle dit pourquoi c'est à moi de leur faire, pourquoi c'est à moi de les réveiller, de leur dire mais où t'étais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu faisais? Le travail. J'ai une carrière très très florissante, j'ai une société, je suis PDG, je suis présidente de tel truc. Et elles se sont données corps et âme entièrement dans des choses extérieures, parce que la vie juive d'une personne vraiment vient et nous donne comme chemin à suivre des choses extérieures, épanouissements extérieurs, des épanouissements. Et elles se sont tellement concentrées sur ça qu'elles ont dépassé l'horloge biologique sans s'en rendre compte, elles ont dépassé l'heure. Et donc, la question à se poser, c'est je vais me concentrer sur une chose, et la question c'est sur quoi? Sur quoi je me concentre? Sur quoi je me concentre? C'est très, très important. Donc voilà. N'oublions pas que nos enfants n'évolueront uniquement que par les encouragements, par le fait qu'on met la lumière sur ce qu'ils ont fait de positif. Pas le fait de leur rappeler qu'ils ont grogné il y a 1 heure. Tu sais que tu as grogné, mais pourquoi tu as grogné? Pourquoi? Comme si que quand on dit à un enfant, je reviens sur le sujet qui n'a rien à voir sans faire le lien, je reviens au titre. Quand tu dis, c'est-à-dire, quand tu demandes à un enfant, mais pourquoi tu as grogné? On s'attend à quoi? À ce qu'il nous réponde objectivement pourquoi il a grogné?
écoute, très chère maman, j'ai grogné parce que, vois-tu, la situation était telle et telle, et puis cet élément qui est venu tout d'un coup me surprendre dans mon jeu, et je ne m'y attendais pas, et de par surprise, en effet, j'ai grogné, et puis ensuite je me suis repris, et puis je me suis mis à faire autre chose, et voilà la raison pour laquelle j'ai grogné. En effet, je comprends, maman, que ce n'est pas une raison très très valable, en tout cas à tes yeux, je n'aurais jamais dû grogner pour ça, bien entendu. Qu'est-ce qu'on attend? Un exposé de la part de l'enfant? Pourquoi t'as grogné? Que vraiment il se justifie pourquoi il a grogné? C'est comme si que toi tu vas voir quelqu'un, d'accord, t'es au bord des larmes, t'as un haut le cœur, tu vas voir quelqu'un et tu pleures parce que tu ouvres ton cœur et tu dis ouais, je passe par cette situation et voilà, et c'est tellement dur. Et c'est comme si la personne te dit mais pourquoi tu pleures? Attends, excuse-moi, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur, il faut juste que je sorte des choses, je suis un peu émue. Mais pourquoi tu pleures? Ben parce que je suis émue, parce que je passe un moment difficile, parce que Mais pourquoi tu pleures? C'est terrible, c'est le jugement par excellence. C'est vraiment le tampon un manque d'empathie plus grand que ça, c'est pas possible. Quand l'enfant grogne, comme l'enfant pleure, pour lui, c'est aussi tragique que pour moi, ce qui me fait pleurer moi, que moi, ce qui m'amène à avoir un haut le cœur. Ce qui pour moi est vraiment, vraiment dérangeant, soulevant, qui vraiment me bouscule intérieurement. Pour l'enfant, quand son frère lui a piqué son jeu, quand la chose qui lui est arrivée pour laquelle il grogne, c'est que c'est vraiment tragique pour lui. À son niveau, c'est vraiment tragique. Donc il réagit tout à fait normativement, il réagit tout à fait sainement, il extériorise sa difficulté en pleurant, et c'est très sain. C'est très sain. Et c'est pas parce que ça dérange nos tympans, parce que ça dérange notre tranquillité, que ça doit nous faire lui tomber dessus et lui montrer mais pourquoi tu grognes, et t'as grogné, t'as un grogneur, et pourquoi tu grognes, j'en ai marre que tu grognes, et tu fais que grogner du matin au soir, ce qui est totalement faux. Un enfant ne grogne pas du matin au soir, ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La question, c'est sur quoi on se concentre. Et quand je dis à mon enfant, alors qu'il a grogné, d'accord? Et moi, j'ai fait un effort sur moi de ne pas lui faire ressentir qu'il a grogné. Et ensuite, il s'est mis à dessiner. Mon amour, j'aimerais te dire que je suis très fière de toi parce que tu dessines avec ta petite sœur. Il va dormir le soir en retenant que maman a fait attention au fait qu'il a dessiné avec sa petite sœur. Il s'endort avec une image de lui. Je suis quelqu'un de bien. J'ai dessiné avec ma petite sœur. Maman m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Pour qu'une personne puisse se construire, il y a un processus absolument obligatoire de donner le sentiment à l'enfant qu'il est quelqu'un de bien. Si l'enfant n'a pas vécu un moment dans sa jeunesse, dans son enfance, qu'il est quelqu'un de bien, il ne pourra pas être quelqu'un de bien par la suite. L'enfant peut être quelqu'un d'exceptionnel, d'exceptionnel. Tous les enfants sont exceptionnels. L'enfant peut être quelqu'un d'exceptionnel si ses parents, si les gens autour de lui, les gens autour de lui ont fait sans cesse ressentir qu'il était mauvais, d'accord? C'est très facile à faire, de faire ressentir à un enfant qu'il est mauvais. Tout simplement lui tomber dessus chaque fois qu'il fait quelque chose qu'on ne veut pas. On lui fait ressentir qu'il est mauvais, que Dieu préserve, c'est ce qu'il sera par la suite, quelqu'un de mauvais, que Dieu préserve, extérieurement, parce que c'est toujours des écorces, c'est pas intérieurement, il reste quelqu'un d'exceptionnel. La dernière fois, j'ai écouté un rave qui parlait, un rave qui travaille dans une prison, je crois que ça venait de lui, oui, il disait que toutes les personnes qui sont en prison, ce sont des personnes qui foncièrement sont bonnes, qui ont une intériorité bonne. Elles ont juste oublié qu'elles sont des bonnes personnes. On leur a fait oublier. Les choses leur ont fait oublier, les épreuves de la vie, les choses difficiles qu'elles ont rencontrées dans la vie, les mots difficiles que leurs professeurs leur ont dit, les mots difficiles que leurs parents leur ont dit, le disque qu'ils ont entendu dans leurs oreilles en permanence. Pourquoi tu fais ça? T'es pas bien, c'est pas bien ce que tu fais. Tu fais que faire ça, tu fais que m'énerver, tu fais que faire ça. Tout le discours négatif. On convainc l'enfant qu'il est mauvais et malheureusement, il oublie qu'il est une bonne personne et il agit de façon appropriée à cette image négative qu'il a de lui. Donc il peut se mettre à voler, il peut se mettre à faire des choses
qui ne sont pas morales. Pourquoi? Parce qu'il a oublié qu'il est quelqu'un de bien. Mais quand toute l'enfance de nos enfants, on leur fait entendre à leurs oreilles tout ce qu'ils font de bien, mon chéri, mon amour, bravo. Peut-être il a passé une journée, il a peut-être retourné la maison. Il a retourné la maison. Qu'est-ce que je gagne à lui faire ressentir qu'il a retourné la maison? Rien du tout. Et si parmi tout ce retournage de maison, à un moment, je ne sais pas, il a ramassé un cornflakes par terre, je sais pas, il a fait une caresse à son petit frère. Mon amour, que tu es doux. Tu fais des caresses à ton petit frère. Que tu es doux, mon chéri. Et il va dormir avec l'idée qu'il est quelqu'un de bien. Et quand quelqu'un grandit avec l'idée avec la pensée et la croyance ancrée en lui que ses parents le voient comme quelqu'un de bien, il fera tout de par lui-même parce qu'il a envie, pas parce qu'on lui met la pression, pas parce qu'on lui met une pression d'enfer, parce qu'il a envie. Il fera tout pour ne jamais décevoir ses parents. Je ne peux pas les décevoir, ils ont une image tellement positive de moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais des choses négatives? Donc nous on ne fait pas ça pour les manipuler. C'est pas maintenant je vais te faire montrer tout le bien pour que tu donnes des résultats positifs. Je le fais par amour, je le fais parce que je dois du respect à mes enfants. C'est pas parce qu'ils sont petits que je leur dois pas de respect. Il y a à l'intérieur de chaque enfant un adulte en devenir. Je dois respecter l'adulte en devenir qui est dans mon enfant, absolument. De la même manière que je vais respecter un adulte, je dois respecter l'adulte qui est dans mon enfant. Donc voilà, mes très chères dames, que Dieu nous aide à ne pas nous concentrer sur le grognage, mais sur toutes les choses merveilleuses, ou même la chose merveilleuse que notre enfant aura réussi à faire. Que Dieu nous donne la force et l'amour intérieur et la joie intérieure pour pouvoir toujours aller de l'avant avec nos enfants et pouvoir petit à petit, c'est une construction d'une vie, petit à petit se remettre en question par rapport aux situations qui me mettent dans des états de stress et éviter ces situations pour permettre à la famille d'être dans une atmosphère de joie et de simcha. Que Dieu nous aide. Bonnes vacances à toutes. À très bientôt et n'hésitez pas à partager.